Lorsque mon meilleur ami, Léo, m'a proposé de partir en Amazonie péruvienne, je n'ai pas hésité une seconde. L'idée de m'éloigner de la ville, de respirer l'air pur de la jungle et de vivre une expérience unique m'a immédiatement séduit. Après plusieurs heures de voyage en avion, en bus et finalement en bateau, nous sommes arrivés dans ce qui ressemblait à un rêve. Un albergue flottant, posé délicatement sur les eaux calmes d'un affluent du fleuve Amazone. C'était un endroit à couper le souffle. Les cabanes en bois, reliées par des pontons, semblaient flotter dans une harmonie parfaite avec la nature. La végétation luxuriante entourait le lieu, créant une barrière naturelle qui nous coupait du reste du monde. Le personnel nous accueillit avec des sourires chaleureux, et une jeune femme nous expliqua que l'albergue était sécurisé grâce à des ancres solides qui le maintenaient en place, même en cas de pluie ou de crue du fleuve. La première nuit, je me souviens de m'être couché avec un étrange sentiment de paix. Les bruits de la jungle, le chant des grenouilles, les cris lointains des singes, et même le bruissement des arbres formaient une mélodie hypnotique. En me tournant dans mon hamac, j'ai aperçu Léo, déjà endormi, un sourire paisible sur son visage. Tout semblait parfait. Le lendemain, nous avons passé la journée à explorer les environs. Une courte randonnée nous avait menés à une clairière où des papillons de toutes les couleurs volaient en essaim, et plus tard, nous avions nagé dans une partie calme du fleuve, où l'eau était si limpide que nous pouvions voir les poissons nager sous nos pieds. Le soir, fatigués mais satisfaits, nous avons décidé d'aller dîner dans la ville voisine, accessible en pirogue. C'est en montant dans l'embarcation, sous un ciel qui commençait à s'assombrir, que j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'albergue. Je me souviens encore de la lueur douce des lanternes éclairant les pontons, et du reflet doré des cabanes dans l'eau noire du fleuve. À ce moment précis, je n'aurais jamais pu imaginer que cette image idyllique allait bientôt se transformer en cauchemar. Nous étions à peine installés dans le petit restaurant de la ville que le ciel s'est ouvert. Une pluie torrentielle, presque irréelle, s'est abattue sur nous. Les gouttes, épaisses comme des billes, martelaient les toits de tôle avec une telle violence que nous devions presque crier pour nous entendre. Les éclairs illuminaient la salle par intermittence, révélant les visages inquiets des clients et des serveurs. Léo m'a regardé avec un sourire nerveux. « Ça ne durera pas longtemps », a-t-il dit, mais même lui ne semblait pas convaincu. Le vent hurlait à travers les rues, balayant tout sur son passage. Après plus d'une heure à attendre que le déluge se calme, nous avons décidé de rentrer. Nous ne pouvions pas passer la nuit ici, et puis, le fleuve n'était pas si loin. La pirogue tanguait dangereusement sous l'assaut des vagues formées par le vent, mais le batelier avançait avec une détermination stoïque. La forêt autour de nous était plongée dans une obscurité presque totale, et les lampes frontales que nous avions emportées semblaient dérisoires face à l'immensité de la nuit. Je pouvais sentir l'humidité s'infiltrer sous mes vêtements, et chaque bruit dans la jungle me faisait sursauter. Lorsque nous avons enfin atteint le point où se trouvait l'albergue, mon cœur s'est arrêté. Léo, debout derrière moi, a laissé échapper un juron. Il n'y avait rien. Rien d'autre que l'eau noire et tourbillonnante. Je me suis tourné vers le batelier, pensant qu'il s'était peut-être trompé d'endroit. Mais son regard était fixe, ses yeux écarquillés. « L'albergue, il n'est plus là », murmura-t-il dans un souffle presque imperceptible. Nous avons accosté tant bien que mal sur les restes d'un ponton brisé. La pluie continuait de tomber, formant des flaques sombres autour de nous. Je pouvais voir quelques planches de bois flottant à la surface, des débris épars, mais aucune trace des cabanes, des hamacs, ou même de nos affaires. Le silence, en contraste avec le chaos de la tempête, était terrifiant. Ce qui était censé être un refuge flottant, solidement ancré, avait disparu. Complètement. Nous avons quitté la pirogue en silence, les pieds tremblants sur les planches détrempées qui formaient les derniers vestiges de l'albergue. La réception était toujours là, ou du moins ce qu'il en restait. Une petite structure en bois à moitié détruite, ses murs tordus par la force de l'eau. L'intérieur était un désordre complet, avec des papiers imbibés d'eau éparpillés au sol et des meubles renversés. Une lampe à huile, étonnamment intacte, projetait une lumière vacillante qui donnait aux ombres une allure presque vivante. Je me suis avancé dans ce chaos, le cœur battant à tout rompre. Sous mes pieds, les planches craquaient sinistrement, et chaque bruit autour de nous me faisait sursauter. Léo a ramassé un carnet détrempé qui traînait près de l'accueil. Il le feuilletait nerveusement, mais les pages étaient trop endommagées pour lire quoi que ce soit. Dehors, la pluie s'était calmée, mais le vent continuait de faire danser les arbres au loin.
C'est à ce moment-là que je les ai vus. Des objets flottant dans l'eau noire. À première vue, ils ressemblaient à des branches ou des détritus, mais en m'approchant, j'ai compris que c'étaient des morceaux du mobilier de l'albergue, des vêtements, et, étrangement, des jouets d'enfants que je ne reconnaissais pas. Ils étaient à quelqu'un d'autre, murmura Léo, comme s'il lisait dans mes pensées. Le silence du fleuve était oppressant. Aucun signe de vie, aucune explication. La structure entière avait disparu, emportant avec elle les autres voyageurs et le personnel. Mais ce qui me glaçait le sang, c'étaient les marques sur les planches du ponton. De longues griffures, comme si quelque chose s'était agrippé à la structure avant de la tirer dans les profondeurs. Quand la police est arrivée quelques heures plus tard, ils ont commencé à sonder le fleuve avec leurs lampes puissantes et leurs barques. Mais leur visage exprimait déjà le doute et l'incrédulité. Le courant est fort, mais pas assez pour ça, a expliqué l'un des agents, secouant la tête. Alors quoi? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Il n'a pas répondu. Mais au fond de moi, j'ai compris que ce n'était pas qu'une question de nature. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, se jouait ici. Alors que la police poursuivait ses recherches, Léo et moi restions près de la réception, incapables de détourner les yeux de l'eau noire qui semblait tout engloutir. Les agents allumaient leurs lampes torchées, mais leur faisceau était vite avalé par l'obscurité du fleuve, comme si celui-ci refusait de révéler ses secrets. Un vieil homme, probablement un pêcheur, s'était approché de la rive pour observer la scène. Il avait un visage marqué par les années, ses yeux reflétant une peur ancienne. Quand je me suis tourné vers lui pour demander s'il avait déjà vu quelque chose de semblable, il a hésité avant de répondre. « Le fleuve, il est vivant », murmura-t-il d'une voix rauque. « Quand il prend, il ne rend pas. » Je pensais qu'il délirait, mais il continua en racontant des histoires qui me glacèrent le sang. Selon lui, des bateaux avaient disparu ici depuis des générations, toujours pendant les tempêtes. Certains pêcheurs affirmaient avoir vu des lumières étranges au fond de l'eau, comme des yeux les observant. D'autres parlaient de sons, de voix qui appelaient les imprudents, les attirant vers les profondeurs. En entendant ces récits, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais entendu la veille, avant le dîner. Un son lointain, presque imperceptible, comme un chant, qui semblait provenir du fleuve. À l'époque, je l'avais ignoré, pensant qu'il s'agissait simplement de la faune locale. Mais maintenant, l'idée que ce fleuve puisse cacher quelque chose de conscient, quelque chose de malveillant, me hantait. Léo, lui, tentait de rester rationnel. Ce sont juste des légendes, répétait-il, mais sa voix manquait d'assurance. Pourtant, il ne pouvait nier l'étrangeté de la situation. Comment un albergue entier pouvait-il disparaître, aussi solidement ancré soit-il? Alors que nous réfléchissions à ces questions, un policier est revenu vers nous, l'air grave. « Rien, dit-il simplement. Aucune trace. » Il marqua une pause avant de demander. « Vous avez entendu des histoires, sur cet endroit ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais dans un murmure, presque contre ma volonté, j'ai posé la question qui me hantait depuis le début. « Vous croyez que le fleuve peut avaler des choses? Des gens ?» Il n'a pas répondu. Mais son silence, et l'expression dans ses yeux, en disaient long. La nuit tombait à nouveau, et le fleuve semblait plus sombre et plus menaçant que jamais. Les recherches de la police avaient été suspendues, et nous étions seuls sur ce qui restait du ponton, éclairé par une lanterne vacillante. Le silence était lourd, brisé seulement par le bruissement des feuilles et le clapotis sinistre de l'eau. Léo, assis à côté de moi, semblait étrangement calme, presque détaché. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'inquiétait, une sorte de vide, comme s'il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. « Tu entends ça ?» demanda-t-il soudainement. Je tendis l'oreille, mais je n'entendais rien d'autre que le murmure du vent. Pourtant, Léo se leva brusquement, fixant le fleuve avec une intensité effrayante. « Il m'appelle » murmura-t-il, sa voix creuse, presque méconnaissable. Avant que je puisse réagir, il s'avança vers le bord du ponton. Je me précipitai pour l'arrêter, attrapant son bras, mais il se débattit avec une force que je ne lui connaissais pas. Ses yeux étaient fixés sur l'eau, comme hypnotisés. « Léo, arrête !» criai-je, mais il ne m'écoutait pas. C'est alors que je l'ai entendu à mon tour. Un chant doux, lointain, mais terriblement attirant. Une mélodie qui semblait venir de l'intérieur du fleuve, comme un appel. Elle s'insinuait dans mon esprit, me donnant l'impression que l'eau m'invitait,
qu'elle voulait me montrer quelque chose. Dans un ultime effort, j'ai tiré Léo en arrière, et nous sommes tombés lourdement sur le bois humide. Le chant s'est arrêté net, remplacé par un silence oppressant. Quelques jours plus tard, le corps de Léo fut retrouvé, à des kilomètres en aval, échoué sur une rive isolée. Ses mains et ses pieds portaient des marques profondes, comme des griffures impossibles à expliquer. Quant à moi, je suis rentré, mais je ne suis plus jamais le même. Chaque nuit, dans mes rêves, j'entends encore ce chant. Et parfois, quand je ferme les yeux, je vois le fleuve, noir et insondable, qui m'appelle. Nous étions impatients de prendre la route, mon partenaire et moi, dans notre campervan fraîchement aménagé. C'était une de ces escapades spontanées, loin des bruits de la ville, à la recherche de tranquillité et d'aventure. La route serpentait entre des collines désertes, bordées de forêts épaisses et d'un horizon qui semblait s'étirer à l'infini. Le ciel, d'un bleu limpide en début d'après-midi, commençait à s'assombrir doucement, teinté de nuances orangées à l'approche du crépuscule. Tout était parfait. Le ronronnement du moteur, la playlist de fond, et le simple fait de rouler sans destination précise. Mais cette perfection a pris une tournure étrange lorsqu'un regard rapide sur la jauge de carburant a glacé le sang dans mes veines. L'aiguille flirtait dangereusement avec le zéro. « On n'a presque plus d'essence », ai-je dit, essayant de masquer l'inquiétude dans ma voix. Mon partenaire a jeté un coup d'œil à son téléphone. Pas de réseau. L'écran affichait un silence numérique oppressant, comme si nous avions quitté le monde moderne. Les kilomètres défilaient, et avec eux, la lumière du jour. Les stations-service semblaient inexistantes dans cette partie du pays. Chaque minute qui passait resserrait l'étau autour de nous. Finalement, le moteur a toussé une dernière fois avant de rendre l'âme, nous laissant immobiles au milieu de nulle part, sur une route qui semblait infiniment vide. Nous sommes descendus du van pour observer les alentours. Le silence était assourdissant, presque surnaturel. Pas un bruit d'oiseau, pas une brise. Juste nous, la route déserte, et la forêt obscure qui semblait nous observer en retour. Nous avons décidé de rester dans le véhicule. La nuit approchait, et l'idée d'explorer ce paysage isolé à pied était hors de question. Pourtant, une ombre d'inquiétude s'est installée, une sorte de pressentiment qui refusait de partir. Ce qui avait commencé comme une aventure excitante se transformait en un étrange malaise, comme si quelque chose, quelque part, nous guettait déjà. La nuit est tombée plus vite que nous l'aurions imaginé. Le soleil s'était complètement retiré derrière les collines, laissant place à une obscurité dense et étouffante. À travers les fenêtres du campervan, nous pouvions distinguer les silhouettes des arbres, leurs branches noueuses ressemblant à des mains squelettiques tendues vers nous. À l'intérieur, nous avions allumé une petite lampe de poche, sa lumière tremblotante projetant des ombres inquiétantes sur les parois. Malgré nos efforts pour rester calmes, le silence extérieur pesait lourdement. Aucun bruit d'insectes, aucun souffle de vent. C'était comme si le monde entier retenait son souffle. « Tu entends ça » chuchota mon partenaire soudainement. Je me suis figé, tendant l'oreille. Au début, je pensais qu'il imaginait des choses. Mais alors, je l'ai entendu aussi. Un craquement. Quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans la forêt environnante. Cela ne ressemblait pas à des pas humains, mais c'était trop lourd pour être un animal. Les bruits venaient de loin, puis se rapprochaient, comme s'ils nous encerclaient. Nous avons éteint la lampe de poche, plongeant l'intérieur du van dans l'obscurité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait me trahir. Nous nous sommes accroupis, essayant de ne pas faire de bruit, nos respirations synchronisées dans un silence tendu. Les craquements ont cessé. Le calme était encore pire. Je n'arrivais pas à m'empêcher de fixer la forêt à travers la vitre, espérant ne rien voir mais terrifié à l'idée que quelque chose surgisse. Alors que nous étions sur le point de nous détendre, un autre bruit a retenti. Cette fois, plus près. Comme un coup sourd, quelque chose qui frappait le sol. Mon partenaire a attrapé ma main, la serrant si fort que j'en avais mal. « On doit rester ici, ne pas bouger », murmura-t-il. Nous étions bloqués, vulnérables, entourés par un néant oppressant. Et pour la première fois, je me suis demandé si nous sortirions vivants de cette route oubliée. L'air était devenu glacial, même à l'intérieur du van. Nous étions là, figés dans l'obscurité, le bruit des battements de nos cœurs brisant le silence. Puis, soudainement, un faisceau de lumière a traversé la fenêtre. Au début,
Je pensais que c'était notre imagination qui jouait des tours. Mais la lumière persistait, brillante et stable, comme une lampe de poche tenue par une main ferme. Mon partenaire et moi avons échangé un regard de confusion et d'espoir. Qui pouvait bien être là, dans ce coin perdu, à une heure aussi tardive? Je n'avais même pas remarqué les silhouettes qui s'étaient rapprochées jusqu'à ce qu'elles soient juste devant nous. Deux hommes, tous deux vêtus de manteaux épais, se tenaient à côté de notre vanne. Leurs visages étaient obscurcis par l'obscurité, mais leurs yeux brillaient d'une manière étrange, presque surnaturelle. L'un d'eux a souri largement, d'un sourire presque trop cordial pour être honnête. « Vous avez eu un petit problème, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix étonnamment calme. Je n'arrivais pas à comprendre comment ces inconnus avaient trouvé notre vanne dans un endroit aussi isolé. Mon partenaire, plus méfiant que moi, a jeté un coup d'œil à l'extérieur, cherchant d'autres signes de vie. Mais il n'y avait rien, aucune autre voiture, aucun autre être humain en vue. « On n'a plus de carburant, ai-je dit, ma voix tremblante malgré moi. Vous pouvez nous aider. » L'homme a hoché la tête. Un mouvement fluide, presque trop parfait. « On a de l'essence, oui, » répondit-il, se penchant vers l'arrière de son pick-up et en sortant un gallon de carburant. « Pas de souci, on va vous aider. » Tout cela semblait trop facile, trop parfait. C'était comme si ces deux hommes étaient apparus de nulle part, juste au bon moment, avec exactement ce dont nous avions besoin. Ils ne semblaient ni pressés, ni inquiets. Leur calme contrastait tellement avec notre panique croissante. Je me suis tendue, encore plus méfiante. Pourquoi ces inconnus étaient-ils là, dans un endroit aussi désert? Comment savaient-ils exactement où nous nous trouvions? L'autre homme, silencieux jusque-là, a jeté un regard perçant dans notre direction. « Vous ne devez pas vous inquiéter, » dit-il, son ton d'une tranquillité glaciale. « Beaucoup de gens ont eu des accidents ici. Mais vous êtes chanceux. Vous êtes tombés sur nous. » Je frissonnais, mon instinct me criant de refuser leur aide, mais la peur de rester là, sans essence et sans échappatoire, a pris le dessus. Nous avons accepté. Alors qu'ils remplissaient le réservoir de notre vanne, nous restions là, figés, comme hypnotisés par leur présence. Leur sourire n'avait rien de rassurant. Ils semblaient savoir plus de choses qu'ils n'en laissaient paraître. Un sentiment étrange me traversait l'esprit, comme si nous n'étions pas les seuls à être en danger ici. Après que le réservoir fut rempli, les deux hommes s'éloignèrent lentement, toujours avec ces sourires énigmatiques gravés sur leurs visages. Je n'arrivais pas à m'empêcher de les observer, leurs silhouettes s'éloignant dans la nuit noire, presque comme s'ils se fondaient dans l'obscurité. Il y avait quelque chose de terriblement surnaturel dans leur calme et dans la manière dont ils semblaient surgir de nulle part, comme des spectres bienveillants mais étrangement hors de place. Mon partenaire démarra le moteur, et sans dire un mot, je vis dans ses yeux la même inquiétude, le même malaise que j'éprouvais. Nous étions en sécurité, du moins c'est ce que nous voulions nous dire, mais une sensation de malaise persistait, comme si quelque chose d'autre nous attendait, à l'ombre des arbres. Nous avons roulé quelques kilomètres sans échanger un mot, le silence entre nous aussi lourd que l'air autour. Les phares du van coupaient l'obscurité, mais chaque éclairage semblait plus faible que d'habitude, comme si la lumière se dissipait plus rapidement. Et cette lumière étrange, celle des lanternes que les hommes portaient, m'est revenue en tête. Elle n'était pas ordinaire, non. Elle semblait presque vivante. Leurs lueurs vacillaient d'une manière qui n'était pas naturelle, comme si elles étaient nourries par quelque chose d'autre que de simples piles. Le paysage défilait, mais chaque arbre, chaque roche semblait nous observer. La route devenait de plus en plus déserte, les maisons éparses disparaissant dans l'obscurité. Et puis, une pensée m'effleura. Ces hommes avaient-ils été là par hasard? Ou avaient-ils su exactement où nous étions? Il n'y avait aucune explication logique à leur arrivée, aucun moyen qu'ils aient pu savoir que nous étions coincés ici, dans cette étendue isolée. Je regardais par la fenêtre, scrutant l'horizon, à la recherche de toute silhouette, de tout mouvement. Mais il n'y avait rien. Pas un bruit, pas une trace de vie. Juste la route déserte et l'étendue noire qui s'étirait à perte de vue. On aurait dû les suivre, non? Murmura mon partenaire, sa voix brisée par l'incertitude. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais le sentiment qu'ils étaient là pour une raison, mais que leur aide n'était qu'une partie du plan. Pourquoi étaient-ils si pressés de partir? Pourquoi avaient-ils laissé cette sensation de vide derrière eux, comme si tout ce qu'ils avaient fait n'était qu'une pièce d'un puzzle dont nous n'avions pas encore vu l'image entière?
L'angoisse m'étreignait à chaque kilomètre parcouru. Chaque minute passée sur cette route semblait étirer le temps, comme si nous étions suspendus dans une réalité parallèle. Et, quelque part, dans l'obscurité, je savais qu'il y avait encore quelque chose qui nous attendait. Une vérité cachée que nous n'avions pas encore découverte. Nous avons finalement atteint la première station-service que nous avions croisée, bien après avoir quitté la zone où nous nous étions arrêtés. Le réservoir était plein, et l'adrénaline de notre rencontre étrange commençait à se dissiper. Pourtant, cette sensation de malaise ne m'avait pas quitté, comme un poison lent qui se diffusait dans mes veines. En arrivant au comptoir du petit magasin de la station, nous avons décidé d'en parler, ne sachant trop pourquoi. Peut-être cherchions-nous des réponses, ou peut-être voulions-nous simplement évacuer la peur qui nous serrait encore la gorge. Le pompiste, un homme au visage marqué par la fatigue, écouta notre histoire sans vraiment réagir. Puis, après une longue pause, il murmura, d'un ton presque absent. « Vous n'êtes pas les premiers. » Je le fixai, ne comprenant pas immédiatement. « C'est arrivé plusieurs fois, » continua-t-il, son regard se perdant dans le vide. « Les gens qui disparaissent sur cette route. Ils disparaissent, puis on les retrouve parfois, des années après. Mais jamais complètement. » Je sentis une froideur dans l'air, un frisson me parcourant l'échine. Mon partenaire, lui aussi, ne bougeait plus, écoutant attentivement. « Il y a des histoires, » reprit-il, en baissant la voix, « de gens qui sont tombés en panne là-bas, et qui ont été secourus par des gens qui ne vivaient pas ici. Pas depuis des années, en tout cas. Des gens qui ne devraient même pas être là. » Je lui demandai ce qu'il voulait dire par là, mais il haussait les épaules, comme si tout cela ne faisait plus sens. Le silence s'éternisa. Enfin, il se tourna vers nous, et son visage se fit plus grave. « Si je vous étais vous, je ne chercherais pas à comprendre, » dit-il d'un ton qui n'admettait pas de réponse. « Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre. » Je quittai la station avec un sentiment de plus en plus lourd. Ce que nous venions de vivre n'était pas simplement une rencontre fortuite, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien. Nous étions tombés, par hasard ou non, sur une vérité qui nous dépassait. Et la pensée qu'il y avait encore des gens là-bas, dans l'obscurité de cette route oubliée, qui savaient plus que ce qu'ils laissaient entendre, me serrait le cœur. Ce que le pompiste ne nous avait pas dit, c'était que cette route, ce paysage, ces hommes amicaux que nous avions rencontrés, tout faisait partie d'une histoire bien plus ancienne que nous. Et nous n'avions qu'effleuré la surface de ce qu'il y avait à savoir. Nous avions échappé à quelque chose, mais d'autres avant nous n'avaient pas eu cette chance. Je me souviens encore de ce vol nocturne vers l'Allemagne. L'ambiance dans la cabine était calme, presque apaisante. Les lumières tamisées baignaient l'espace d'une douce lueur orangée, et on n'entendait que le léger murmure des moteurs, accompagné de chuchotements sporadiques entre les passagers. J'étais assis près du hublot, observant le ciel noir infini ponctué d'étoiles, essayant de trouver un peu de sérénité dans ce silence. Quelques rangées devant moi, un homme attirait mon attention. Il était grand, plutôt maigre, vêtu d'un costume sombre qui semblait légèrement trop grand pour lui. Ce n'était pas son apparence qui me dérangeait, mais plutôt son comportement. Il ne cessait de bouger sur son siège, se penchant légèrement en avant, murmurant des choses que je ne pouvais pas entendre. Par moments, il passait sa main sur son visage, comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Je me disais qu'il était peut-être juste nerveux ou fatigué. Après tout, les vols de nuit n'étaient pas confortables pour tout le monde. Puis, tout a changé. Alors que l'hôtesse passait avec son chariot de boissons, l'homme s'est soudainement levé. Ses mouvements étaient désordonnés, presque mécaniques. Il a fait 2 pas dans l'allée avant de s'effondrer violemment sur le sol, renversant des verres et provoquant un cri de surprise chez les passagers autour de lui. Je me suis redressé instinctivement, mon cœur battant à tout rompre. Des murmures anxieux se sont propagés dans la cabine. « Est-ce qu'il va bien ? Quelqu'un est médecin. » Les hôtesses se sont précipitées vers lui, tentant de le retourner. Il était inerte, son visage pâle, presque cireux sous les lumières artificielles. Une femme, qui semblait être médecin, s'est levée à l'arrière de la cabine et s'est avancée rapidement. Je restais figé à mon siège, incapable de détourner le regard. L'homme semblait totalement absent, son corps raide comme s'il avait été vidé de toute énergie. Une étrange sensation s'est emparée de moi, une impression que ce moment n'était que le début de quelque chose d'inexplicable.
La femme médecin s'agenouilla rapidement auprès de l'homme étendu dans l'allée. Les hôtesses lui apportèrent un kit de premier secours pendant qu'elle posait 2 doigts sur son cou pour vérifier son pouls. Il respire, mais son rythme cardiaque est faible, annonça-t-elle d'une voix ferme, tentant de rassurer les passagers. Autour d'elle, les murmures ne faisaient qu'augmenter, et je pouvais sentir la tension monter dans la cabine. « Vous, là, aidez-moi à le soulever », dit-elle à un homme assis tout près, visiblement nerveux mais prêt à obéir. Ensemble, ils transportèrent l'inconscient vers la petite zone de service à l'arrière de l'avion, à l'abri des regards. L'allée resta vide, et un silence étrange s'installa pendant un moment. J'observais, fasciné et inquiet, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une hôtesse annonça au micro que tout était sous contrôle, demandant aux passagers de rester calmes et à leur siège. Mais l'atmosphère avait changé, comme si une ombre invisible s'était glissée parmi nous. Quelques minutes plus tard, nous entendîmes un bruit de tout rauque venir de l'arrière. La femme médecin revint dans l'allée, essuyant ses mains avec une serviette, le visage marqué par une expression difficile à lire. « Il est conscient », dit-elle brièvement à l'équipage. Le regard de l'homme, lorsqu'il fut reconduit à son siège, me glaça. Ses yeux, pourtant ouverts, semblaient vides, comme s'il regardait quelque chose au-delà de nous. Il ne parla pas, ne remercia personne, ne montra aucun signe de confusion ou de reconnaissance. Juste ce visage figé, presque impassible, qui le rendait encore plus perturbant. Je me souviens avoir croisé son regard lorsque les hôtesses l'installèrent à sa place. Mon estomac se noua. Ce n'était pas juste de l'épuisement ou du choc, non. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans son expression, quelque chose qui semblait étranger. Le vol reprit son cours, mais l'atmosphère dans la cabine était loin d'être normale. Les passagers chuchotaient entre eux, lançant des regards nerveux en direction de l'homme. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de l'observer à la dérobée, essayant de comprendre ce qui me mettait autant mal à l'aise. Il était assis droit, presque rigide, fixant l'espace devant lui sans bouger. À un moment, je remarquai qu'il murmurait quelque chose. Ses lèvres bougeaient à peine, mais il semblait répéter une phrase ou des mots incompréhensibles. La personne assise à côté de lui, visiblement mal à l'aise, appela une hôtesse pour demander à changer de siège. Je vis la femme se lever précipitamment et s'éloigner, ses mains tremblantes alors qu'elle prenait place près de l'avant de l'avion. Quelques minutes plus tard, une étrange perturbation commença. Une série de légers tremblements secoua l'appareil, rien d'inhabituel pour un vol en haute altitude, mais cela ajouta une couche de tension palpable. C'est alors que l'homme se leva soudainement, presque d'un seul coup, et se dirigea vers les toilettes, titubant légèrement comme s'il était en transe. Le temps passait, et il ne ressortait toujours pas. Une des hôtesses alla frapper doucement à la porte. « Monsieur, tout va bien? Vous avez besoin d'aide » Aucune réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois, mais le silence persista. Les murmures dans la cabine reprirent, de plus en plus inquiets. Finalement, l'hôtesse ouvrit la porte avec une clé spéciale, mais à notre grande surprise, les toilettes étaient vides. Il n'y avait aucune trace de l'homme. L'hôtesse resta immobile pendant un instant, visiblement perplexe, avant de refermer la porte, tentant de masquer son trouble avec un sourire professionnel. Quelques instants plus tard, alors que je balayais la cabine du regard, je le vis de nouveau. Il était assis à sa place, immobile, comme s'il n'avait jamais quitté son siège. Mais quelque chose en lui était différent. Ses lèvres étaient maintenant teintées de rouge, comme si du sang s'y était incrusté. Et, plus troublant encore, ses yeux semblaient briller d'une lueur sourde, presque imperceptible, mais suffisamment pour glacer le sang. Le comportement étrange de l'homme continuait à hanter les passagers. Personne ne semblait oser le regarder directement, mais tout le monde sentait sa présence pesante. C'est à ce moment-là qu'une des hôtesses, visiblement troublée, s'approcha de son collègue à l'arrière de l'avion. Je tendis l'oreille, feignant de ne pas écouter, mais leurs murmures m'atteignirent. « Quand il était inconscient dans la zone de service, tu as vu ça » chuchota-t-elle. « Vu quoi » répondit son collègue, inquiet. Elle hésita, puis baissa encore la voix. Il a tracé quelque chose sur le sol avec, je ne sais même pas quoi. On aurait dit du sang, ou quelque chose de sombre. Il dessinait des symboles. Mon cœur s'arrêta un instant. Des symboles ? Je voulais en savoir plus, mais leur conversation fut interrompue par une autre demande des passagers. Cependant, la curiosité me dévora.
Je décidai de me lever, prétextant une envie d'aller aux toilettes à l'arrière. Alors que je m'approchais de la zone de service, je jetai un coup d'œil rapide au sol. Il n'y avait rien de visible à première vue, mais l'idée de ces dessins ne me quittait pas. Ce n'est qu'au moment où je retournais à mon siège qu'un passager, assis non loin de la zone, m'arrêta. C'était un homme d'âge mûr avec des lunettes rondes et un air sérieux. « Vous avez entendu parler des symboles ?» me demanda-t-il à voix basse. J'acquiesçai, incertain. Il ajusta ses lunettes, baissant la voix encore plus. « Je suis professeur d'histoire ancienne. Ce que l'hôtesse a décrit, ça ressemble à des glyphes liés à des rituels. Des rituels d'invocation. » Un frisson glacial parcourut mon échine. Je retournai à mon siège, essayant de ne pas regarder l'homme étrange, mais son image semblait s'imposer dans mon esprit. Cette fois, ce n'était plus simplement son comportement qui me terrifiait. C'était l'idée qu'il était peut-être là pour une raison bien plus sombre, une raison que nous ne pouvions pas comprendre. Le vol avançait, mais l'atmosphère devenait de plus en plus irrespirable. Même les moteurs de l'avion semblaient émettre une vibration étrange, comme un bourdonnement sourd qui amplifiait l'angoisse ambiante. Tous les regards convergeaient périodiquement vers l'homme, qui, pourtant, restait figé à sa place, son regard vide rivé sur l'horizon invisible au-delà du hublot. Puis, soudain, les lumières de la cabine vacillèrent. Un bref instant, nous fûmes plongés dans l'obscurité totale, et un frisson collectif traversa les passagers. Quand les lumières revinrent, l'homme n'était plus à son siège. Un cri perça l'air. C'était une hôtesse à l'arrière de l'avion. Je me retournai pour voir ce qui se passait, et à ma grande horreur, je le vis debout dans la zone de service, son visage baigné d'une expression que je ne saurais décrire. Il semblait sourire, mais c'était un sourire déformé, presque inhumain, comme si son visage n'était pas fait pour exprimer une telle émotion. Les symboles dont l'hôtesse avait parlé étaient maintenant clairement visibles sur le sol. Ils semblaient tracés avec une substance noire, visqueuse, qui dégageait une odeur métallique. Leur forme était complexe, entrelacée comme un langage oublié. L'homme leva lentement les bras, comme pour inviter quelque chose à venir. Et c'est là que tout bascula. L'avion trembla violemment, comme frappé par une force invisible. Les lumières vacillèrent de nouveau, mais cette fois, elles ne revinrent pas complètement, laissant la cabine plongée dans une semi-obscurité. Les cris des passagers se mêlèrent au bruit des moteurs. Un son étrange, un murmure grave et guttural, emplit la cabine. Je ne pouvais pas en comprendre les mots, mais ils semblaient venir de partout à la fois, comme si l'avion lui-même parlait. L'homme dans la zone de service éclata de rire, un rire rauque et désarticulé qui fit monter la panique à son paroxysme. Puis, il disparut. D'un instant à l'autre, il n'était plus là. Pas de traces, pas de mouvement. Juste les symboles noirs sur le sol, qui s'effaçaient lentement comme s'ils étaient aspirés dans le néant. Les lumières revinrent soudainement, et l'avion se stabilisa. Les passagers étaient en état de choc, certains pleuraient, d'autres priaient. Les hôtesses, blêmes, tentaient de ramener un semblant de calme, mais leur propre peur était palpable. Lorsque nous atterrîmes en Allemagne, les autorités montèrent à bord, alertées par l'équipage. Mais personne ne trouva l'homme. Son siège était vide, comme s'il n'avait jamais été là. Pourtant, tous les passagers pouvaient témoigner de son existence. Depuis, je n'ai jamais repris l'avion. Parfois, dans mes cauchemars, je revois son sourire distordu et ses symboles. Et je me demande, où est-il allé? Et surtout, qu'a-t-il invoqué cette nuit-là? Je m'appelle Claire, et je suis arrivée au Japon il y a 6 mois pour enseigner l'anglais dans une petite ville paisible, entourée de montagnes. C'était un rêve que je poursuivais depuis des années, un mélange d'aventure et de défis personnels. Mais, pour être honnête, vivre dans un pays où je ne maîtrisais pas totalement la langue me pesait parfois. J'avais appris les bases du japonais avant de venir, mais les conversations rapides des habitants, les nuances culturelles et les caractères écrits m'échappaient souvent. Cela me laissait dans un état constant de vulnérabilité, même dans les moments les plus simples, comme faire mes courses ou demander mon chemin. Pour garder un semblant de stabilité dans ma nouvelle vie, j'avais instauré une routine. Chaque matin, à l'aube, je sortais courir. La course était devenue mon refuge, une manière de me vider l'esprit tout en découvrant les ruelles sinueuses et les champs de riz qui entouraient la ville. Je passais souvent devant des maisons traditionnelles en bois, des temples silencieux et des boutiques qui n'ouvraient qu'après le lever du soleil. Ce matin-là, l'air était frais,
presque mordant, et le ciel teinté de rose annonçait une belle journée. Je portais mes écouteurs, laissant défiler une playlist qui mêlait musique classique et sons de nature. Chaque foulée sur le pavé résonnait dans mes oreilles, comme un battement de cœur. Les rues étaient presque désertes à cette heure, à l'exception de quelques cyclistes qui se rendaient à leur travail. Je me sentais étrangement apaisé, comme si rien ne pouvait troubler ce moment. Pourtant, au fond de moi, je ressentais toujours cette légère tension, celle d'être une étrangère, une spectatrice dans un monde qui n'était pas vraiment le mien. Je n'aurais jamais imaginé à quel point cette sensation allait prendre un tournant bien plus sombre. Ce matin-là, tout a basculé en une fraction de seconde. J'étais en train de courir sur un trottoir étroit, longeant une route peu fréquentée. Je venais de dépasser un petit temple entouré de lanternes en pierre, un lieu que j'aimais particulièrement pour son atmosphère sereine. Puis, tout est arrivé si vite que je n'ai presque rien vu venir. Un bruit strident a déchiré l'air, le crissement de pneus sur l'asphalte. Avant même que mon cerveau puisse réagir, un choc violent m'a projeté au sol. Ma tête a heurté le pavé, et ma vision s'est brouillée presque instantanément. Tout autour de moi semblait flou, comme si le monde s'était enveloppé d'un voile opaque. Je sentais mon cœur battre à toute allure, mais mes pensées étaient désordonnées. J'essayais de bouger, mais une douleur sourde s'étendait dans tout mon corps, en particulier au niveau de mes jambes et de mes côtes. Les sons autour de moi semblaient venir de très loin. Des voix paniquées, des pas précipités, et ce que je pensais être un moteur ronronnant faiblement. Quand j'ai enfin réussi à ouvrir les yeux, j'ai aperçu un groupe de personnes qui s'étaient rassemblées autour de moi. Leurs visages étaient flous, mais leurs expressions trahissaient une inquiétude évidente. L'un d'eux, un homme d'âge moyen, tentait de me parler, mais je ne comprenais presque rien. Ces mots en japonais semblaient s'entrechoquer dans ma tête, se transformant en un murmure incompréhensible. Je me suis mis à balbutier quelque chose, probablement pour leur dire que j'allais bien, mais les mots qui sortaient de ma bouche n'avaient aucun sens. Le peu de japonais que je connaissais s'était envolé, remplacé par des fragments de phrases que je ne reconnaissais pas. Cela n'a fait qu'accentuer la panique autour de moi. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils se sont accroupis près de moi et ont commencé à m'examiner. Je pouvais voir leurs lèvres bouger rapidement alors qu'ils échangeaient des mots que je ne comprenais pas. L'un d'eux m'a posé une question, mais je ne pouvais que secouer la tête, complètement perdu. À ce moment-là, j'ai vu dans leurs yeux qu'ils pensaient que quelque chose clochait sérieusement. Leur expression n'était pas seulement préoccupée par mes blessures physiques, mais par ce que je disais ou faisais. Je me suis mis à murmurer, répétant sans m'en rendre compte des mots en japonais que je ne me souvenais pas avoir appris. Les regards échangés entre les ambulanciers sont devenus encore plus graves. L'un d'eux a prononcé un mot que je comprenais vaguement, Enshgai, une lésion cérébrale. Mon cœur s'est glacé. Lorsque j'ai repris pleinement conscience, j'étais allongé sur un brancard dans une pièce blanche et silencieuse. Le trajet jusqu'à l'hôpital n'était qu'un brouillard de lumière et de sons lointains, ponctué par des voix que je ne comprenais pas. Les ambulanciers avaient parlé sans arrêt, et leurs regards inquiets me hantaient encore. Je me souvenais vaguement d'avoir essayé de leur expliquer quelque chose, mais à chaque tentative, les mots semblaient me trahir. J'entendais ma propre voix prononcer des phrases en japonais, des mots que je ne maîtrisais pas ou que je n'avais jamais appris. Il est là, il regarde, ou encore le siège, vide. À chaque phrase, l'expression des ambulanciers se durcissait, et je les voyais échanger des regards chargés de sous-entendus. À l'hôpital, les médecins et infirmières se sont rapidement activés autour de moi, parlant dans une cadence rapide qui me donnait le vertige. Une infirmière s'est approchée avec un sourire rassurant, mais ses paroles m'échappaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête et murmurer quelques mots maladroits en japonais, espérant qu'ils comprendraient que j'allais bien malgré la douleur. Mais ce n'était pas le cas. Dès que je parlais, leur visage changeait, passant de l'inquiétude à quelque chose de plus sombre, comme si mes mots cachaient un mal plus profond. Une fois, j'ai entendu un médecin murmurer à un collègue. Elle pourrait être confuse, symptôme de trauma crânien. Je voulais crier que je comprenais ce qu'il disait, que j'étais encore lucide, mais les phrases qui sortaient de ma bouche ne faisaient que les alarmer davantage. Alors que j'étais sous sédation pour une série d'examens, les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Je me souviens vaguement d'avoir ouvert les yeux, juste assez pour voir une lumière blanche au-dessus de moi. Mais au lieu de me sentir seul dans cette salle stérile, j'avais la sensation oppressante qu'on m'observait. Une ombre floue, à la périphérie de ma vision,
semblait se déplacer à travers la pièce. C'est là que ça a commencé. Des mots me sont venus, comme arrachés à ma propre bouche, mais je n'avais aucun contrôle sur eux. Je ne parlais pas. Je récitais, comme si quelque chose d'autre le faisait à ma place. Il va venir. Le siège était vide, mais il était là. Je pouvais entendre les infirmières se précipiter, appeler quelqu'un à l'aide, mais mes lèvres continuaient à bouger. Puis, plus rien. Le noir total. Quand je me suis réveillé, ils m'ont regardé comme si j'étais une étrangère dans mon propre corps. Les jours suivants, une étrange sensation de malaise ne m'a jamais quitté. Les médecins m'assuraient que mes blessures étaient légères, mais ils insistaient sur le fait que j'avais subi un choc psychologique important. J'avais du mal à leur faire comprendre que je me sentais lucide, que je savais ce qui m'était arrivé. Pourtant, tout semblait devenu flou, comme si la réalité elle-même m'échappait. Mais ce n'était pas seulement l'accident qui me perturbait. C'était ce que j'avais ressenti pendant et après. Ces souvenirs, ces paroles en japonais que je ne comprenais pas, qui semblaient résonner encore dans ma tête. Je me souviens de cette sensation étrange de déjà-vu lorsque je les avais dites. Comme si ce n'était pas moi qui les avais prononcées, mais quelqu'un d'autre. Une entité qui voulait se faire entendre à travers ma voix. Je n'ai pas parlé de tout cela à la police, ni aux médecins. J'avais peur qu'ils me considèrent comme folle, que tout ce qui m'arrivait ne soit qu'une conséquence de l'accident. Mais une nuit, alors que j'étais seul dans mon appartement, un sentiment de terreur a commencé à m'envahir. Les murs semblaient se refermer sur moi. J'entendais des bruits, des chuchotements. D'abord imperceptibles, puis de plus en plus clairs. C'étaient les mêmes mots que j'avais prononcés à l'hôpital. Il est là, il regarde. Je me suis levé en sursaut, mon cœur battant la chamade. Je n'étais pas sûr si j'avais rêvé ou si ces voix étaient réelles. Mais j'ai clairement entendu une phrase qui m'a glacé. Le conducteur est toujours là. Mon corps s'est tendu. Il y avait un écho dans ces mots, comme une promesse, une menace. Une froideur s'est installée dans la pièce. Les fenêtres étaient fermées, mais l'air semblait soudainement glacial, imprégné d'une énergie sinistre. Je suis allé vérifier tout autour de l'appartement, mais rien n'indiquait que quelqu'un se trouvait là. Pourtant, la sensation d'être observé ne m'a jamais quitté. Le lendemain, en sortant pour aller au travail, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant sur le trottoir. Des traces de pneus, bien nettes, comme si un véhicule s'était arrêté juste devant ma porte. Mais aucun bruit de moteur. Aucune voiture à l'horizon. C'était comme si le véhicule était resté invisible, caché dans l'ombre. Le choc du traumatisme crânien était censé être la cause de ma confusion, me disait-on. Mais plus les jours passaient, plus je doutais de ce qui se passait réellement. Il y avait quelque chose de beaucoup plus étrange derrière cet accident, quelque chose qui me reliait à ce conducteur invisible, ce fantôme du passé qui n'était pas prêt à me laisser partir. Les semaines qui ont suivi l'accident ont été marquées par un sentiment constant d'effroi. Malgré les visites chez les médecins, l'idée qu'une force extérieure avait pris possession de moi, que j'étais lié à quelque chose de plus sombre, ne m'a jamais quitté. J'étais hanté par cette voix qui continuait à me murmurer dans l'oreille, même lorsque je pensais être seul. Ce n'était pas juste un traumatisme psychologique. Non. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui m'échappait complètement. Il y avait cette voix, ces mots résonnant dans ma tête. Le conducteur est toujours là. Et malgré mes tentatives de rationaliser, de mettre de côté ces pensées, elles se frayaient toujours un chemin dans ma conscience. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela, que ce n'était pas juste une hallucination ou le fruit de mon imagination dérangée. Quelque chose était réel. Un soir, je suis allé me rendre à la gare, pensant prendre un peu d'air frais, m'éloigner de ces murs oppressants. Mais alors que je marchais à travers le parc près de chez moi, un bruit étrange m'a fait me retourner brusquement. C'était un léger crissement, comme si des pneus roulaient sur l'asphalte. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Il n'y avait personne autour de moi, aucune voiture à la vue. J'ai regardé autour, mais tout semblait normal. Pourtant, l'angoisse m'a envahi, une angoisse que je n'avais pas ressentie jusque-là. Je me suis mis à courir, cherchant à fuir cette sensation d'être suivi. En passant devant une ruelle, j'ai aperçu une silhouette sombre, immobile, contre le mur. C'était flou au début, mais à mesure que je me rapprochais, j'ai pu distinguer les contours d'un homme, sa silhouette familière. Son regard vide et froid me transperça, comme s'il savait tout de moi, comme s'il m'avait toujours observé. Un frisson glacé a parcouru mon corps. Avant même que je puisse réagir,
l'homme s'est dissipé, disparaissant dans l'air, comme une brume. J'ai cligné des yeux, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Était-ce réel? Ou avais-je imaginé tout cela? Je n'en avais aucune certitude. Mais une chose était certaine, le conducteur était là. Il était toujours là, et il n'allait pas me laisser partir. Je suis rentré chez moi, le cœur battant, mes pensées confuses. Je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Quelque chose d'impitoyable me suivait, me traquait, invisible aux autres. Je n'étais plus seul dans ma propre peau. Il me l'avait montré ce soir-là. La question n'était plus de savoir si j'allais m'en sortir, mais quand est-ce qu'il reviendrait pour me faire face une dernière fois. Je me souviens encore de cette nuit où tout a basculé. J'étais arrivé au Kenya quelques jours auparavant, espérant explorer le pays, profiter de ses paysages, de sa culture. Je m'étais installé dans un petit hôtel de Nairobi, modeste mais confortable, avec des employés aimables qui semblaient toujours souriants. Mais ce soir-là, tout était différent. La chaleur étouffante de la journée avait laissé place à une fraîcheur nocturne, mais l'air semblait lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais pas expliquer. Depuis ma fenêtre, je regardais la ville qui s'étendait en contrebas, illuminée par des lueurs rouges et oranges, bien trop intenses pour n'être que des lumières de rue. Puis, un bruit sourd retentit, comme un feu d'artifice, mais bien plus menaçant. Ensuite, un autre, puis d'autres encore. Quelques instants plus tard, la porte de ma chambre fut frappée violemment. J'ouvris, et l'un des employés du rez-de-chaussée, visiblement paniqué, me lança rapidement. « Restez dans votre chambre. Il y a un coup d'État en cours. Ne sortez sous aucun prétexte. » Un coup d'État? Je restais figé, incrédule. J'avais entendu parler de l'instabilité politique dans le pays, mais jamais je n'aurais imaginé me retrouver pris dans un tel chaos. Les heures qui suivirent furent irréelles. Les lumières de l'hôtel vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. De ma fenêtre, je pouvais voir des silhouettes courir dans les rues, des véhicules brûlés, et j'entendais des cris, des hurlements même, portés par le vent. Je tentais d'appeler ma famille, mais le réseau téléphonique était coupé. L'hôtel, qui semblait si paisible quelques jours auparavant, était devenu une prison. Je me sentais totalement impuissant, coincé dans une ville qui sombrait dans le chaos. C'est à ce moment précis que je compris que ma survie dépendrait de décisions que je n'étais pas prêt à prendre. Un bruit discret à ma porte me tira de mes pensées. Contrairement au coup violent de plus tôt, celui-ci était hésitant, presque craintif. Je m'approchai lentement, mon cœur battant à tout rompre, et ouvris légèrement la porte. C'était l'un des employés de l'hôtel, un homme que j'avais remarqué quelques jours auparavant dans la buanderie. Il portait encore son uniforme usé et tenait un chiffon dans ses mains, qu'il tordait nerveusement. Son visage trahissait une peur profonde. « Monsieur, murmura-t-il, je peux vous aider à sortir d'ici. Mais vous devez agir vite. » Ces mots me glacèrent. Une partie de moi voulait lui faire confiance, mais une autre se méfiait. Pourquoi m'aiderait-il? Et pourquoi risquerait-il sa vie pour un simple touriste? Voyant mon hésitation, il continua. « Mon frère a une minivan. Il connaît des routes sur jusqu'à la frontière tanzanienne. C'est dangereux, oui, mais rester ici l'est encore plus. » Je réfléchis un instant. Tout en moi criait que c'était une folie, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Rester à l'hôtel signifiait attendre l'inconnu, un inconnu qui semblait devenir de plus en plus sombre à chaque minute. « Pourquoi faites-vous cela ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Il baissa les yeux, puis murmura. « J'ai vu ce qui arrive à ceux qui restent. Vous êtes un étranger, monsieur. Vous serez une cible. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de poing. Je sentis une vague de panique monter en moi, mais je la réprimai. Finalement, j'acquiesçai, résigné. « D'accord. Quand partons-nous » Il jeta un regard rapide autour de lui, comme s'il craignait d'être observé, puis répondit. « Maintenant. Prenez seulement ce que vous pouvez porter. Ne faites aucun bruit. » Je ramassai mon sac à dos, glissai mon passeport et mon argent à l'intérieur, et sortis de la chambre. L'hôtel, habituellement animé, était plongé dans un silence oppressant, brisé seulement par les bruits lointains des combats à l'extérieur. Nous descendîmes par un escalier de service, évitant les couloirs principaux. Une fois dehors, il me guida à travers une ruelle sombre, où un homme attendait près d'une vieille minivan. Il était grand, avec des traits sévères et un regard perçant. « C'est mon frère, dit-il simplement.
Le frère ne dit pas un mot. Il me scruta un instant, puis ouvrit la porte coulissante de la minivan. « Montez. Nous devons partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, » lança-t-il d'une voix grave. Je montai dans le véhicule, mon cœur battant à tout rompre. La minivan démarra, et je réalisai que je venais de mettre ma vie entre les mains de parfaits inconnus. La minivan avançait dans la nuit noire, ses phares éteints pour éviter d'attirer l'attention. À l'intérieur, le silence était presque total, interrompu uniquement par le bruit sourd des pneus sur la route. Je restais assis à l'arrière, serrant mon sac à dos contre moi comme si c'était une bouée de sauvetage. Le frère du lavandier, qui conduisait, ne disait presque rien. De temps à autre, il échangeait quelques mots avec son frère dans une langue que je ne comprenais pas. Le ton était bas, mais chaque murmure semblait lourd de tension. Je tentais de capter leurs expressions à la faible lumière qui passait par les vitres, mais leurs visages restaient impassibles. La route semblait interminable, un ruban sombre entouré d'ombres inquiétantes. Parfois, nous croisions des véhicules abandonnés ou des débris jonchant le sol, vestiges d'une violence récente. Le conducteur s'efforçait de contourner ces obstacles sans ralentir, chaque seconde paraissant une éternité. Soudain, il arrêta brusquement la minivan. Mon corps fut projeté légèrement vers l'avant, et je me redressai en panique. « Qu'est-ce qui se passe » murmurai-je, ma voix tremblante. Le conducteur fit un signe de silence, pointant du doigt quelque chose devant nous. À travers le pare-brise, je distinguai une silhouette immobile sur le bord de la route. C'était un homme, ou du moins, cela y ressemblait. Il ne bougeait pas, mais il semblait nous observer, même dans l'obscurité. « Descends. Éteins tout » ordonna le conducteur à son frère dans leur langue, avant de se tourner vers moi. « Restez cachés. Ne bougez pas. » Ils sortirent tous les deux de la minivan, avançant lentement vers l'inconnu. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je voulais crier, leur dire de revenir, mais ma gorge était nouée. De l'endroit où j'étais, je pouvais les voir murmurer avec l'homme. Les échanges semblaient tendus, ponctués de gestes brusques. Mon esprit s'emballait. Et si c'était une embuscade? Et si j'avais été conduit ici pour être vendu ou pire? Après ce qui me parut une éternité, ils revinrent finalement. Le conducteur monta sans un mot et démarra la minivan à toute vitesse. Je voulais demander ce qui venait de se passer, mais le regard qu'il me lança dans le rétroviseur me fit taire. « Ce n'était rien, » dit-il sèchement. « Nous devons juste accélérer. » Ce n'était rien? Tout en moi criait le contraire. Le poids de l'incertitude était insoutenable, et je sentais que quelque chose d'encore plus sombre nous attendait sur cette route infernale. La minivan roulait à une vitesse effrayante, sautant sur les imperfections de la route. Je me cramponnais à mon siège, l'esprit embrumé par l'adrénaline. Tout autour de nous, la nuit semblait vivante, remplie de bruits indistincts qui se mêlaient à mes pensées. Chaque kilomètre parcouru me semblait plus dangereux que le précédent. Soudain, une lumière intense illumina l'habitacle, nous éblouissant tous. Je me retournai et vis deux faisceaux lumineux perçant l'obscurité derrière nous. Une voiture nous suivait, s'approchant rapidement. « On nous suit » dit le frère du conducteur d'une voix tremblante. Le conducteur ne répondit pas immédiatement. Il serrait le volant, son visage tendu. Puis, d'un ton froid, il lança. « Ce ne sont pas des militaires. Pas encore. Mais si on s'arrête, on ne partira jamais d'ici. » La tension dans la minivan atteignit son paroxysme. Le véhicule derrière nous ne ralentissait pas, et les phares semblaient presque nous engloutir. Je pouvais entendre mon propre souffle, rapide et saccadé, tandis que mes pensées s'embrouillaient. « Ils essaient de nous coincer » murmura le frère. La voiture derrière nous fit une embardée, se rapprochant dangereusement, comme si elle voulait nous forcer à quitter la route. Le conducteur tourna brusquement le volant, et nous manquâmes de peu une sortie de route. « Attrape ça » dit-il en tendant une longue barre de fer à son frère. J'étais pétrifié. Mon instinct me criait de m'accroupir, de me cacher, mais la peur me clouait sur place. Le frère ouvrit la fenêtre, tenant fermement l'arme improvisée, prêt à riposter si le véhicule nous approchait encore davantage. La voiture derrière nous klaxonnait, un son strident qui déchirait le silence de la nuit. Puis, sans avertissement, elle fit demi-tour et disparut dans l'obscurité. Le conducteur ralentit légèrement, reprenant son souffle. « Ce n'était qu'un avertissement » murmura-t-il.
Mais ils reviendront si nous ne passons pas la frontière rapidement. Je restais silencieux, paralysé par ce que je venais de vivre. Chaque fibre de mon être me criait que je n'étais pas encore sorti d'affaire. Cette nuit semblait vouloir s'étirer à l'infini, remplie de dangers invisibles qui se cachaient dans les ombres. La minivan roulait maintenant sur un chemin de terre chaotique, loin des routes principales. Chaque secousse me faisait craindre que le véhicule ne s'arrête pour de bon, mais le conducteur semblait déterminé à nous faire avancer coûte que coûte. À travers la fenêtre, je pouvais distinguer les contours sombres de collines et d'arbres, éclairés par une lune hésitante. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le frère du conducteur pointa du doigt quelque chose devant nous. « La frontière est proche », dit-il, presque dans un murmure. Je sentis un mélange de soulagement et de peur. La frontière signifiait une possible sortie de cet enfer, mais c'était aussi le point où tout pouvait dérailler. Nous savions que la zone était surveillée, mais par qui? Les autorités, des rebelles, ou pire encore. La minivan ralentit alors que nous approchions d'un poste de contrôle rudimentaire. Une barrière de fortune, faite de troncs d'arbres et de barbelés, bloquait la route. 2 hommes armés se tenaient de chaque côté, leurs visages dissimulés sous des cagoules. Le conducteur coupa le moteur. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. « Laisse-moi parler », dit-il à son frère. Il sortit du véhicule lentement, les mains levées. J'étais cloué sur mon siège, le cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. De l'intérieur, j'observais la scène. Les hommes armés s'avancèrent vers lui, échangeant des paroles que je ne pouvais pas entendre. Le conducteur leur tendit quelque chose, peut-être de l'argent. Pendant un instant, tout sembla figé, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Puis, un des hommes hocha la tête et fit signe de passer. « On y va », murmura le frère en me regardant. La minivan redémarra, franchissant lentement la barrière. Dès que nous l'eûmes passé, je sentis un poids immense quitter mes épaules, mais je savais que ce n'était pas encore terminé. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignîmes un petit village de Tanzanie. Le conducteur s'arrêta enfin et se tourna vers moi. « Vous êtes en sécurité maintenant », dit-il. Je sortis de la minivan, les jambes tremblantes, réalisant à peine que j'étais sain et sauf. Je les remerciai d'une voix brisée, incapable de trouver les mots pour exprimer ma gratitude. Alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit, je restai debout au bord de cette route poussiéreuse, respirant l'air frais pour la première fois depuis des heures. Ce que j'avais vécu cette nuit-là resterait gravé en moi à jamais. J'étais en vie, mais l'ombre du chaos que j'avais laissé derrière moi continuerait de hanter mes rêves. Je cherchais un endroit isolé pour me déconnecter du monde, et c'est ainsi que je suis tombé sur cette petite annonce en ligne. Une maison d'hôte perdue dans l'arrière-pays australien, entourée de forêts denses et de collines silencieuses. L'endroit semblait parfait, éloigné de tout, promettant un calme absolu. Lorsque je suis arrivé, la route s'était transformée en un chemin de terre, et mon téléphone avait cessé de capter depuis plusieurs kilomètres. La maison d'hôte était une vieille bâtisse en bois, charmante mais usée par le temps. Un couple âgé m'a accueilli. Ils étaient gentils, un peu trop silencieux peut-être, mais chaleureux. L'homme m'a montré ma chambre tout en me prévenant. « Ne vous aventurez pas trop loin la nuit. Les animaux sauvages peuvent être imprévisibles ici. » La chambre était modeste, avec un lit ancien en fer forgé et une fenêtre donnant sur les bois. À travers la vitre, je voyais les arbres s'étendre à perte de vue, leurs cimes dansant sous un vent invisible. Au début, cette solitude me rassurait, comme si j'étais enfin coupé du tumulte de la vie quotidienne. Cependant, à mesure que le soleil descendait et que l'obscurité enveloppait les lieux, une étrange impression s'installait. Le silence devenait presque oppressant, interrompu seulement par les craquements du bois de la maison ou le souffle du vent à travers les arbres. À ce moment-là, je me suis dit que ce n'était que l'effet de l'isolement, rien de plus. Je m'installai dans le lit, convaincu que la nuit serait paisible. Je ne savais pas encore à quel point je me trompais. Cette première nuit, je me suis réveillé en sursaut, sans savoir pourquoi. Il était difficile de dire l'heure, car l'obscurité dans la chambre était presque totale, à peine percée par la pâle lueur de la lune traversant les rideaux. J'avais cette sensation étrange, comme si quelque chose n'était pas à sa place. En allumant la lampe de chevet, mon regard s'est immédiatement posé sur la chaise près de la fenêtre. J'étais sûr d'y avoir laissé ma veste en arrivant, mais elle n'y était plus. Intrigué, je me suis levé et j'ai fouillé la chambre,
pour finalement la retrouver, posée soigneusement au pied du lit. Peut-être avais-je mal regardé, ou peut-être l'avais-je déplacée sans m'en souvenir. Mais ce n'était pas tout. Lorsque je me suis dirigé vers la porte pour aller boire un verre d'eau, j'ai remarqué qu'elle était légèrement entr'ouverte. Pourtant, je me souvenais l'avoir fermée avant de me coucher. Je me dis alors que c'était sûrement à cause du vieux bois et des courants d'air. Je refermai la porte et retournai me coucher, tentant de me persuader que tout cela n'était que des coïncidences. Le lendemain matin, j'ai trouvé ma montre sur la table, mais elle était posée à l'envers, le cadran face au bois. Je me souvenais pourtant parfaitement l'avoir posée autrement. La journée s'est déroulée sans incident, mais un sentiment de malaise grandissait en moi. La nuit suivante, les choses ont empiré. Alors que je m'endormais, un bruit sourd résonna dans la maison, comme si quelqu'un marchait lourdement sur le plafond. Pourtant, la maison n'avait pas d'étage supérieur. Je restais immobile, le cœur battant, tentant de trouver une explication rationnelle. Peut-être que le vent secouait la toiture ou que des branches s'y étaient fracassées. Mais ces pas, ils étaient réguliers, humains, et ils ne semblaient pas vouloir s'arrêter. Cette troisième nuit fut la plus terrifiante. J'avais décidé de verrouiller soigneusement toutes les portes et fenêtres avant de me coucher. Malgré cela, une angoisse sourde pesait sur moi. Je restais allongé dans le lit, les yeux fixés sur le plafond, écoutant chaque bruit qui brisait le silence oppressant. Aux environs de minuit, un son distinct me réveilla brusquement. Des coups, lents mais puissants, frappant la porte d'entrée. Je me redressai d'un bond, le souffle court. Qui pouvait bien être là, à une heure pareille, au milieu de nulle part? Je descendis prudemment les escaliers, m'assurant de ne faire aucun bruit. En atteignant le hall, je vis l'ombre de quelqu'un à travers le verre dépoli de la porte. Mais avant que je n'ai pu faire quoi que ce soit, les coups cessèrent brusquement. Le silence revint, encore plus lourd qu'avant. Je restai figé, incapable de bouger, lorsque j'entendis un autre bruit, cette fois provenant de l'extérieur. Un frottement, comme si quelque chose ou quelqu'un traînait sur le gravier autour de la maison. Je pris mon courage à deux mains et me dirigeai vers la fenêtre. En écartant légèrement le rideau, je retins un cri. Des empreintes étaient visibles sur le sol poussiéreux, des empreintes de pieds nus, grandes et profondes. Elles faisaient le tour de la maison, mais ce qui me glaça le sang, c'était qu'elles semblaient s'arrêter juste en dessous de ma fenêtre, comme si quelqu'un s'était tenu là, à m'observer. Je me reculai d'un pas, le cœur battant à tout rompre. Je voulais allumer toutes les lumières, appeler les propriétaires ou même fuir, mais une peur viscérale me clouait sur place. Quelque chose, ou quelqu'un, jouait avec mes nerfs. Et cette chose semblait bien plus proche que je ne l'aurais imaginé. Le matin arriva enfin, mais il ne me réconforta en rien. La lumière du jour ne faisait qu'accentuer l'angoisse qui me nouait l'estomac. Après une nuit aussi étrange, je décidai de confronter les propriétaires. Mais à mesure que je les interrogeais, je sentais qu'ils évitaient soigneusement mes questions. Je les avais trouvés dans le salon, assis côte à côte dans un silence étrange. Leur comportement, autrefois chaleureux, semblait maintenant distant, presque mécanique. Je leur demandai si cela arrivait souvent, ces bruits la nuit, ces objets déplacés. L'homme haussait les épaules, son regard fuyant, tandis que sa femme me répondit d'une voix calme, presque trop calme, « C'est la maison. Elle fait ça parfois. » Je les observais, mais leurs réponses étaient vagues. Ils mentionnèrent des animaux, des bruits de branches, mais leurs yeux évitaient les miens. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, et j'avais l'impression qu'ils me cachaient quelque chose. Finalement, après un silence gêné, la femme ajouta « Il y a des endroits que vous ne devriez pas explorer, surtout la nuit. » Mes questions restèrent sans réponse, et je décidai de ne pas insister davantage. Cependant, un malaise grandissait en moi, et il n'était plus possible de l'ignorer. Le matin semblait plus inquiétant que réconfortant. Je décidai de prendre les devants et d'explorer la forêt autour de la maison. Je savais que cela n'allait peut-être rien apporter, mais je ne pouvais pas rester là à attendre que quelque chose d'encore plus étrange se produise. En marchant à travers les arbres, je remarquai plusieurs cabanes abandonnées, cachées par des buissons touffus. L'une d'elles, en particulier, m'attira. À l'intérieur, des symboles étaient gravés sur les murs. Des dessins étranges, presque primitifs, qui semblaient se déplacer dans le coin de mon œil. L'un des symboles, cependant, me fit froid dans le dos. Il était identique à celui que j'avais aperçu sur le plancher de la chambre, sous le lit,
presque invisible, comme s'il avait été gravé il y a des années. Je sortis précipitamment de la cabane, le cœur battant. Je n'avais plus de doute. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cet endroit, quelque chose qui n'était pas juste lié à la solitude ou à la nature sauvage. C'était autre chose. Et je commençais à comprendre que j'avais peut-être dérangé quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. La nuit suivante, je décidai de ne pas dormir. J'avais trop de questions et pas assez de réponses. À mesure que l'obscurité tombait, la maison semblait se transformer. Les bruits, toujours plus fréquents, résonnaient dans chaque coin de la pièce. Les grincements du plancher, les portes qui claquaient seules, le souffle d'air glacial s'engouffrant par les fissures des fenêtres. J'avais beau chercher une explication rationnelle, rien ne me rassurait. Au fond de moi, je savais que je n'étais pas seul. Mais ce n'étaient pas des bruits de la nature ou des accidents domestiques. C'était comme si la maison elle-même vivait, respirait et attendait. Attendant quoi, je n'en savais rien, mais je le ressentais profondément. Alors que je m'asseyais sur le canapé, observant les ombres jouer avec la lumière tremblante de ma lampe, un bruit sourd se fit entendre juste derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Rien, sauf cette sensation de froid glacial sur ma nuque. Je pris mon courage à deux mains et décidai de vérifier l'extérieur. En sortant dans la cour, je vis des empreintes fraîches qui contournaient la maison. Mais cette fois, elles étaient différentes. Des empreintes humaines, mais elles étaient déformées, étendues, comme si l'ombre de la personne qui les avait laissées avait été trop grande pour sa taille réelle. En suivant les traces, je me retrouvai devant la porte de la vieille cabane. Mon cœur s'emballa. Il n'y avait aucun doute, quelqu'un ou quelque chose y avait passé du temps. Mais ce n'était pas tout. Il y avait des bruits venant de l'intérieur, faibles mais distincts. Un chuchotement. Un murmure. Ce murmure semblait m'appeler, me tirer vers l'intérieur de la cabane, comme si une force invisible voulait que je franchisse cette porte. Je m'avançai lentement, chaque pas me rapprochant du point de non-retour. À mesure que je tendais la main pour pousser la porte, un cri perça la nuit, aigu et déchirant. Je fis un pas en arrière, le souffle coupé. Le cri, il venait de la cabane, mais il n'était pas humain. Il était autre chose. J'étais paralysé par la peur, mais quelque chose m'empêchait de fuir. D'un coup, la porte s'ouvrit toute seule, me dévoilant une obscurité profonde à l'intérieur. Je n'entrai pas. Je n'étais plus sûr de ce que j'allais y trouver, mais je savais que cela dépassait tout ce que j'avais imaginé. Et à cet instant précis, je compris enfin. Ce n'était pas un simple lieu isolé. Ce n'était pas un accident. La maison, les bruits, les traces, tout cela faisait partie d'une présence, une entité vieille comme le monde, qui se nourrissait de la peur des imprudents qui osaient s'aventurer trop près. Et maintenant, cette entité avait décidé que j'étais le suivant.